Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel et très certainement dernier épisode de La Clochette en compagnie évidemment de Ali de Catch Club, Christophe de Ajus et de vous-même. Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à La Clochette. Et oui, c'est la 11e. On Il se lève, avait... il se lève les mains Toujours. même en vidéo. On se n'est pas fait attention. Mais donc on avait un magnifique invité ces 2 dernières semaines, bien entendu, l'autre moitié du grand duo. Même si, voilà, j'ai l'impression que la semaine Oh, dernière, ça c'est commençait à devenir terminé. limite pour Et toi, lui, non? je voulais pas lui payer de dictionnaire, donc il n'y aura pas de troisième semaine de suite. Mais rassurez-vous, évidemment, on fera revenir Philippe Chéreau pour comparer nos différentes versions. Mais en tout cas, j'ai eu grâce à Vincent Sanchez, qui était employé de OnePlus One à l'époque, donc la boîte qui sortait les DVD en France Mhm. et qui publiait le magazine français de la WWE, et l'autre magazine de catch pour lequel Yann Colby a travaillé, Romain Vézérian également. Il m'a envoyé les photos de cette rencontre. Donc j'ai envoyé à notre ami Ali la photo du drame, et tu peux l'afficher. On voit le Bien regard entendu, elle tout sera à mignon l'écran. de Candice Michel. Je t'en enverrai une ou deux autres que tu puisses illustrer, voilà, prouver qu'on était bien là tous les quatre. Et notamment ce moment où on trinque, je l'ai envoyé à Philippe Chéreau, et on voit bien visiblement ma détresse au moment du trinquage avec le champagne, parce que tout le monde regarde Philippe. Moi, je suis tout seul comme un gland avec mon petit verre et personne ne me calcule. Mais voilà, je voulais quand même remercier Vincent Sanchez, avec qui j'étais très proche du côté de OnePlus One. J'ai eu la chance d'être invité à son mariage même, où je me suis bien tenu pour une fois. C'est un des rares Ah. mariages où je me suis bien tenu à la fin. J'ai même aidé à porter les tables et ranger les assiettes et tout ça. Mais voilà, merci Vincent. Et non, c'est terminé. Philippe, plus jamais. Ou peut-être une fois. Parce que ça, Philippe fait des vues quand même, hein. Mine de rien, Philippe Ah, Philippe fait fait des vues. beaucoup de vues. Alors, je ne sais pas Meilleurs si épisodes les de La vues sont Clochette. proportionnelles à la largesse de la personne, mais Philippe fait de la vue, quoi. Merci à lui, en tout cas. Je pense que c'est les gens qui voient le duo réuni, ça leur fait plaisir, forcément. Mais justement, petite question par rapport déjà tout de suite à vos chéris, pour en revenir sur le sujet. Est-ce que vous les avez revus par la suite? Parce que je crois qu'on l'avait précisé la semaine dernière, mais vous ne les avez jamais revus par la suite, Kelly Kelly Non, Candy? Non. franchement, je ne crois pas. On a dû croiser Kelly Kelly peut-être dans les backstage pour un Royal Rumble où elle serait Mhm. revenue ou des choses comme ça, mais je ne me souviens pas qu'on ait pu leur adresser la parole. Peut-être Philippe, parce qu'en général, dès que moi, je vais fumer une clope ou je vais aux toilettes, je reviens et Philippe me dit: Oh, bah, purée, t'as pas vu? J'ai passé un quart d'heure avec Lana, c'était incroyable. Oh, il y a Alicia Fox qui est venue me saluer. Donc voilà. Mais peut-être que lui, Philippe, en solo, peut-être qu'il l'a une fois croisé à la cantine, en quelque sorte, le catering, comme on dit en anglais. Et peut-être qu'il lui a dit: Ah, bah, je sais pas si tu te souviens, mais je ne crois pas. D'accord. Bon, avant de passer à la partie questions avec les quelques dernières questions donc, de cette dernière clochette, on va parler un petit peu actualité. Est-ce que tu as vu quelques extraits de Raw cette semaine déjà? Non, pas encore, non. Effectivement, bah, pour ne trahir aucun secret, puisque je l'ai publié sur les réseaux sociaux, depuis ce matin, moi, je bouge des Monsieur graviers. travaille dur! Eh oui, je bouge des graviers pour le boulodrome de mon papa, pour qu'il ait un boulodrome tout neuf, parce qu'il en avait déjà un, mais là, il l'a refait. Donc, 4 tonnes de gravier avec mon nouveau t-shirt Otis des Heavy Machinery, comme dirait Philippe Chéreau, parce qu'il ne sait pas prononcer Heavy Machinery. Donc, il dit les Heavy Machinery. C'est presque comme si Uva se mettait à commenter la WWE, quoi. One understand. Donc voilà, donc on est mardi, Raw était hier soir et j'ai pas encore eu le temps, et je vais continuer juste après notre enregistrement, d'où les lunettes et la casquette pour cacher un petit peu parce Hmm. que j'ai pas encore pris de douche. Excusez-moi, c'est ma première clochette sale. Ouh, t'es sûr que c'est la première? Il est malin. Ouais, moi, je continue encore à penser à chaque fois à ces tops, hein, qui voyagent. Arrête, laisse-les tranquilles. On revient à Raw. Donc bon bah ça veut dire que tu n'as pas encore vu les quelques changements qu'il y a eu à Raw cette semaine, car la WWE a pris cette décision d'enfin mettre des gens dans le public. Ce qui fait que, comme tu vas le voir, en fait, maintenant quand tu arrives, quand il est à l'entrée, il y a du plexiglas
au niveau Oui, des barrières pour éviter les projections. D'accord, tu as vu les photos, etc. Et donc voilà, on avait, je dirais, une cinquantaine de catcheurs peut-être hier qui étaient présents dans la foule, dont la fille de The Rock, par exemple, des catcheurs et des catcheuses du Performance Center et de NXT. Et clairement, quoi, ça change tout de suite quelque chose, ça apporte un petit plus à la WWE. Donc c'est intéressant de voir que la WWE a osé, on va dire, modifier sa présentation ces dernières semaines. Et faut pas se l'avouer, faut pas se le cacher, on va dire, un petit peu s'inspirer de la AEW pour la peine. oui, bah, certainement. Après, peut-être que ils y avaient peut-être pensé avant, mais que les restrictions les empêchaient de faire cela en Floride. Je ne sais pas du tout, mais effectivement, on peut difficilement passer à côté du fait que la AEW l'avait fait. Et même si, comme vous le savez, je ne regarde pas forcément la AEW, je vois des vidéos passer sur Internet et j'ai vu Madoudou, Vicky Guerrero ce week-end dans leur pay-per-view, les catcheurs qui mettent effectivement un peu d'ambiance au bord du ring. Donc, bah, tant mieux. C'est toujours bien de s'inspirer des bonnes idées hein, plutôt que des mauvaises. C'est sûr. Et en parlant, on continue juste rapidement sur l'actualité. Il y avait un de tes préférés de SmackDown qui avait quitté la WWE il y a environ Et, 2 semaines, mais reviens, je pense que ton chant l'a manqué, lui a manqué. Donc, certainement, effectivement. Bah, il paraît qu'il a demandé une augmentation grâce à ma chanson. Parce que effectivement, comme je suis numéro 7 au top 50 actuellement avec mon titre et ma reprise, parce que les gens ne le savent peut-être pas, c'est une reprise de Dalida, Bambino, célèbre chanson française. Pour une fois, je ne me plante pas sur une référence musicale. Et Ishtou m'a envoyé un SMS ce matin en me disant de retour chez Vinimac, Drogoulak, Drogoulak. Donc voilà, je suis ravi. Je suis toujours, en plus, effectivement, c'est un très bon catcheur et j'espère qu'il va pouvoir faire de belles choses. tout à fait, ouais. C'était triste de voir qu'il avait quitté la WWE. Encore une fois, nous, on n'est pas sur place, donc on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Mais d'après les médias américains, Drew Gulak avait demandé une augmentation. Sauf que comme on est dans une période un petit peu de crise, la WWE, en fait, a dit non. Et ils auraient même coupé court aux négociations à ce moment-là. En fait, ils ont mis fin aux négociations, ce qui fait que son contrat a pris fin. On ne sait pas ce qui s'est passé depuis, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, il a signé un nouveau contrat. Il est de retour sur le site de la WWE, dans le roster de SmackDown. Et peut-être, apparemment, il sera même à SmackDown cette semaine, si tout va bien. Donc franchement, ça fait plaisir. C'est un catcheur qui plaît énormément au public, donc ça fait plaisir. Et justement, en parlant des catcheurs qui plaisent énormément au public, et que toi, tu as bien connu, que tu as commenté durant toute leur carrière, je pense, à la WWE, je voulais avoir un petit peu quelques mots de ta part par rapport à Chad Gaspard et au Crime Time, forcément, car bah, tu les connais bien, quoi, je veux dire. Oui, enfin, je les connais bien, pas plus que vous, mais parce que j'ai jamais eu la chance malheureusement de les croiser professionnellement. Je les ai vus en action. Ils étaient venus en France aussi pour les tournées. Je les ai évidemment commentés en pay-per-view et dans les shows hebdomadaires. Bah, c'est terrible. Après, il y a, comment dire, il y a pas de manière plus belle entre guillemets de quitter ce monde qu'en sauvant la vie en quelque sorte de son propre fils. Donc voilà, mourir en héros comme il l'a fait, c'est évidemment tragique pour sa famille et ses amis. Mais voilà, bah, j'ai pas d'autres mots. C'est tragique, mais en même temps, c'est beau de sa part de s'être sacrifié. Je pense évidemment que tous les parents rêveraient enfin pas rêveraient, mais s'imaginent faire la même chose en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire qu'on privilégiera forcément toujours son enfant à soi-même. Et lui, il l'a fait dans un moment terrible. Donc voilà. On dit souvent dans les femmes et les enfants d'abord. Hein. Quand Mhm. des bateaux coulent ou des choses comme ça, et l'histoire a prouvé en fait que pas du tout. Quand des bateaux ont coulé et qu'après bah, ils vont chercher l'épave et tout ça, bah, il y a plus d'enfants et de femmes morts. C'est une Mhm. vieille phrase qui en fait n'a jamais été respectée. Et là, en l'occurrence, bah, Chad Gaspard a été encore une fois héroïque. Quoi. Donc, on a tous croisé les doigts la semaine dernière, on a tous, les croyants ont prié ou autre, mais on espérait qu'il le retrouve et que son corps d'athlète le sauve en quelque sorte du froid, de tout ce qu'on peut subir quand on est comme ça perdu dans l'océan. Et malheureusement, non. Mais voilà, bravo à lui en quelque sorte, et malheureusement, on est tous tristes.
Tout à fait, ouais, non, respect. Pour ceux qui ne sont pas au courant, très rapidement, on rappelle juste au cas où, mais la semaine dernière, Charles Gaspard était en train de nager avec son fils, en fait, à Venice Beach, en Californie. Malheureusement, ils ont été emportés par les vagues, par le courant. Et du coup, en fait, un sauveteur est intervenu. Pour ceux qui n'ont pas bien lu l'histoire, en fait, le sauveteur apparemment était un jeune adulte. Donc, pas non plus quelqu'un de très musclé, je veux dire. Souvent, les sauveteurs sur les plages ou dans les piscines sont des jeunes adultes, des étudiants, en fait, je veux dire, qui font ça à côté. Et forcément, quand il s'est retrouvé à essayer de sauver Chad Gaspard et son fils, ben, vous connaissez Chad Gaspard, je veux dire, c'est un monsieur qui fait 120 kilos, qui fait 2 mètres. Et à ce moment-là, le sauveteur, en fait, a dû prendre une décision. Il ne pouvait pas amener les deux personnes en même temps jusqu'à la plage. Et donc, comme Christophe l'a expliqué, c'est là que Chad Gaspard a prononcé ces fameux mots. Il a dit, prenez mon fils, occupez-vous de mon fils. Euh, voilà, comme tu l'as dit, c'est un père qui montre tout simplement l'amour qu'il a pour son fils. C'est magnifique. Les hommages ont été nombreux cette semaine, bien entendu. Toutes les fédérations, la WWE également, à NXT, à SmackDown. Et voilà, toutes nos condoléances, bien entendu, à sa famille. On enchaîne, sans transition, on enchaîne avec les questions des fans. Pour le dernier épisode, j'ai pris 3-4 questions auxquelles on n'avait jamais pu répondre lors des 10 dernières cloches. Donc c'est pour que ces abonnés ne se plaignent pas, qu'ils disent attendez, nous aussi on est là. Après, c'est des questions où j'imagine que parfois tu vas pas forcément avoir énormément de choses à dire, mais on commence avec une question DVD. Donc c'est Alexandre Chatour qui nous dit que c'est vraiment un plaisir que de pouvoir vous écouter, Christophe et Philippe. Et il voudrait savoir, donc on sait que vous avez déjà commenté des pay-per-view en VF, mais il voulait savoir si les épisodes de Raw et de SmackDown que vous avez commentés en français ont été compilés en DVD, ou alors est-ce que c'est possible d'avoir des DVD de ça? Non, Pas non, du non, tout. non, ça n'a pas. Non, bah parce que c'est les droits entre guillemets exclusifs du groupe AB pour Philippe et moi. Et donc effectivement, non, non, c'était pas du tout. C'est aussi pourquoi beaucoup se demandent, par exemple, là, il y a les rediffs de WrestleMania 30, la semaine prochaine à 17h30 dimanche WrestleMania 31. Pourquoi il n'y a pas la version du live d'AB ou même de la version DVD? Parce que ce sont deux versions différentes aussi, hein. On commentait en live pour AB et 10 jours plus tard, on recommentait pour le DVD. Parce qu'effectivement, bah, les droits appartiennent à différentes personnes en quelque sorte. Quand on commente pour le groupe AB Media One aujourd'hui, bah, le son leur appartient. Quand on Hmm. commente pour un DVD, le son appartient à Fremantle aujourd'hui qui sort les DVD, bon, qui ne les sort plus en l'occurrence, mais qui les sortait jusqu'à ce que ça s'arrête. Et moi, quand je commande pour la chaîne équipe, ben, le son appartient à la chaîne équipe. Donc, non, il y a des Best of Raw et Best of SmackDown qui sont sortis durant ces périodes-là. Pendant quelques années, ils sortaient en France. Et donc, on recommentait le DVD comme si on ne l'avait jamais commenté, quoi. Ok, bon bah voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage pour certains fans qui voudraient revoir ces anciens épisodes, mais du coup sinon ils peuvent t'inviter directement à la maison pour que tu commentes de nouveau ces anciens épisodes à disposition. Christophe fournit ce service, Sûr. n'hésitez pas Ouais, à le ouais, bah, contacter par mail. c'est Surtout sûr. cet, surtout cet été, vu que j'imagine que tu n'auras pas trop de vacances, etc. Donc, Ah, mais moi, je n'ai jamais de vacances, hein. Moi, ah, je me prends en général 2 semaines de vacances et encore. Bah, déjà, j'aime pas trop les vacances. Je suis déjà en vacances quasiment toute l'année, hein. Je travaille pas tant que ça déjà. Et puis, ça me fait mal au cœur de ne pas commenter, de ne pas être là, de manquer des trucs. c'est Donc, dommage. je suis pas très, très vacances, quoi. Bah tiens, justement, question vacances. Tiens. Ouais, ouais. Quelles étaient tes dernières vacances déjà? Première question. Bah, c'était l'année dernière, l'été dernier. J'étais parti ben, j'ai un doute maintenant. En Sardaigne, je crois. Je suis plus sûr. Il dit oui. J'étais au courant, je sais pas. On n'est pas parti ensemble. Non, bon ben voilà. Non, mais je suis parti en Italie. Voilà. J'hésite entre la Sicile et la Sardaigne, mais je pense que c'est la Sardaigne, en vrai. C'est pour D'accord. Et les meilleures destinations ces dernières années? Allez, on est en vlog vacances d'un coup là. Oh là là. Fais-nous Bah, rêver un petit peu. pas du tout. Je suis pas comme notre ami Yann Colby. Je suis pas un grand explorateur, mais bon, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Japon. Ah, 2 ans maintenant déjà, ouais, 2 ans. Mais après, moi, les voyages que je retiens le plus, et c'est con, mais voilà, c'est ceux avec Chiro, et c'est pas des vacances, quoi. C'est les États-Unis, parce que, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, c'est un pays qui me fait rêver depuis tout petit, et donc d'avoir pu aller à New York, à la Nouvelle-Orléans,
à Dallas, à Phoenix, enfin toutes ces destinations, Philadelphie, qui est une superbe ville. Enfin voilà, j'adore ça. Mais après, sinon, voilà, une fois par an, je vais à Gérardmer, dans les Vosges, pas trop loin de chez nous, pour le festival des films d'horreur et fantastiques de Gérardmer. Donc, visiblement, pas trop de fans de catch dans les lieux, ou alors vraiment personne ne sait qui je suis, parce on m'a jamais calculé, quoi. Donc voilà. Mais ça fait partie des quelques jours de vacances, en quelque sorte, que je m'autorise. Surtout que maintenant que SmackDown, on le double le samedi matin, je suis obligé de louper un SmackDown pour ça. Mais voilà, c'est un petit plaisir que je me fais. J'aime beaucoup le cinéma en général, et le festival Gérardmer, c'est vraiment sympa. Et des petites destinations que tu n'as pas pu faire encore qui te chauffent? Absolument pas. Non, mais moi, je vis pas du C'est tout dans. vrai? Non, moi, j'en ai. La plupart du temps où je suis parti, c'était avec d'autres gens, et c'était rarement à mon initiative. C'est vraiment pas. Voilà, je suis pas un grand voyageur, et j'ai toujours. Moi, je suis un peu déstabilisé quand je suis pas chez moi, que j'ai pas mon petit confort entre guillemets. Mais voilà, j'ai eu la chance quand même d'aller dans plein de pays, ou même de rester en France, mais pas métropolitaine, avec la tournée à La Réunion, avec la ICWA, ou de partir quelquefois en Côte d'Ivoire aussi, où j'ai pu découvrir un peu ce côté-là de l'Afrique, et c'était vraiment super sympa. Je salue d'ailleurs tous les Ivoiriens qui nous suivent. Et non, mais voilà, moi, je n'ai pas du tout de rêve de les Maldives, la République dominicaine, ou j'en sais rien. Non, non, moi, non. Désolé. J'irai peut-être un jour, hein, mais c'est pas du tout. Voilà. Mais bon, Ok. le Mexique, peut-être, pour rester un peu dans Ouais. le catch. Voilà, j'ai pu voir du catch au Japon. Je serais vraiment heureux d'aller vivre de la lucha libre au Mexique. Et puis également le côté historique, quoi. On continue avec une question de Patrick Goncalves, qui, par rapport un petit peu à WrestleMania 30, car vous venez juste de commenter WrestleMania 30, donc dimanche dernier, on a vu ta réaction à nouveau à la fin du match entre Brock Lesnar et The Undertaker, où on sent clairement que tu es ému, que tu es touché par ce qui se passe à ce moment-là. Donc, Patrick nous demande quel autre combat t'a laissé sur le cul à ce niveau-là? Parce que bon, je pense qu'on t'a rarement vu en fait choqué à ce niveau-là. Est-ce que tu as d'autres moments qui t'ont laissé aussi marqué? Et surtout, n'hésite pas, même si on y reviendra dans la cloche beaucoup plus en détail, n'hésite pas à nous peut-être nous dire rapidement, nous rappeler qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là quand ça a eu lieu en fait. Déjà, pour répondre à cette partie de la question, qu'est-ce qui se passait dans la tête, dans ma tête? La même chose que les 80 000 personnes présentes, et les millions devant leur poste. Pour parler comme un vieux, avant on disait le poste de télévision, comme le chantait Jean-Jacques Goldman. Très chanson aujourd'hui, hein. Non, j'étais choqué, et incrédule. Tu vois, je n'y croyais pas. Et il a fallu effectivement que le 21-1 s'affiche sur l'écran pour que je me dise, ah oui, comme beaucoup de gens dans le public, quoi, qu'on se dise, ah merde, oui, effectivement, c'est fait, il a paumé à WrestleMania. Donc après, il y a l'Undertaker qui s'en va, tous les commentateurs se lèvent, donc on fait une standing ovation en applaudissant, et c'est là qu'effectivement le photographe de la WWE me prend en photo de gros plan avec les larmes aux yeux. En toute honnêteté, et sans vouloir faire style j'assume pas, mais je sais pas si j'aurais forcément. Enfin, je n'ai pas forcément que pleuré pour l'Undertaker. En réalité, quand on revoit la photo où je marche sur la rampe avec Philippe Chéreau, j'étais déjà là à deux doigts de chialer, parce que l'émotion Hmm. à WrestleMania était déjà tellement forte. Et finalement, j'ai retenu mes larmes, mais on sent quand même que ça peut venir à tout moment. Et au moment où l'Undertaker perd, mon côté télévision et divertissement me dit, bon, écoute, avant tu avais envie de chialer, là, cette défaite, elle est complètement folle, c'est peut-être le moment ou jamais de lâche les vannes, vas-y. Parce que c'est le moment comment dire, qui mérite en quelque sorte qu'on puisse pleurer à l'antenne en quelque sorte, quoi. C'est Donc sûr. c'était à la fois naturel, mais en même temps quand même un petit peu réfléchi. Mais voilà, encore une fois, c'est pas pour faire style, j'assume pas, j'ai pleuré à l'antenne, je suis une petite nature. Non, mais c'est toute l'émotion de la journée où je me suis dit à ce moment-là, écoute, ça se justifie. Là, tu peux peut-être te laisser aller
et verser quelques larmes à l'antenne parce que je sais que c'est quelque chose qu'on partageait tous à ce moment-là. Donc, c'est aussi ça le boulot de commentateur, dire ce qu'on voit, mais en même temps traduire ce qu'on a parfois tous dans la tête, comme le fameux segment où Brock Lesnar vient voler la victoire à Ali, non pas de Catch Club, mais de Mustafa, à Money in the Bank, où je me lâche, rentre chez ta mère et tout ça. C'était plus maîtrisé qu'on ne le croit, mine de rien, tu vois. Je sais que ça a l'air comme ça, on se dit, oh là là, il s'est lâché et tout. Non, c'est moi dans mon cerveau qui me dit, merde, il fait chier, on le veut pas de là, et je me dis aussi, bah, je suis sans doute pas le seul à le penser. Donc, autant y aller à fond, autant me lâcher totalement, et ça aura un côté naturel. C'était naturel, mais ça reste malgré tout réfléchi, quoi. C'est ça un commentateur professionnel, mesdames et messieurs. Oui, Il oui, il pense à chiale tout. et il y a un mec de rentrer chez sa mère. Ouais, professionnel. Non, mais voilà, donc le sentiment était évidemment de la tristesse et de la surprise. Et d'autres matchs qui m'ont mis sur le cul, il y en a pas tant que ça, hein. Évidemment, il y a des matchs. Enfin, à chaque fois qu'on était à WrestleMania, ringside ou pas, tu vis le moment décuplé parce que tu es entouré de 80 000 personnes, voire plus, qui gueulent comme des malades et qui te font vivre ça toi-même. Donc, tu essayes de le traduire. Le retour des Hardy Boys, par exemple, à WrestleMania, ou alors, je ne vais pas spoiler WrestleMania 31 pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui auraient oublié, mais la fin du match entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Donc voilà, il y a plein d'instants comme ça que j'ai vécu intensément parce que c'est fou. Justement, on parlait de The Undertaker. Tu as déjà vu les 2 premiers épisodes de The Last Ride? J'ai pas encore regardé le troisième, je me le garde sous le coude là, pour les prochains jours. Mais oui, oui, j'ai déjà regardé les 2 premiers. Oui. Est-ce que tu as été étonné par cette période de doute, on va dire, de The Undertaker, qui est une légende? On en avait déjà parlé avec Hulk Hogan, où on trouvait ça étonnant que même après 15 ans de carrière au top, le gars avait, on va dire, parfois un peu honte de certaines choses, alors que pourtant c'était déjà une superstar, tu vois ce que je veux dire? Où il doutait, on va dire en tout cas de lui, alors que c'était pourtant la plus grande star du catch. Plutôt parler pour Ric Flair, non? Je pense Non, que. on en avait aussi parlé pour Hogan et ses cheveux, par Ah, exemple. c'est vrai. Le fait que, je veux dire, même après le fait qu'il est numéro 1 mondial et qu'on s'en fout de ses cheveux, lui, apparemment, il doutait encore. Mais c'est vrai qu'on en avait également parlé pour Ric Flair quand il était revenu à la WWE exactement parce qu'il était passé par une phase assez difficile. Est-ce que tu as été assez étonné de voir que The Undertaker, qui merde, quoi, et The Undertaker, quoi, apparemment, à un moment, lui-même, il l'avait un peu oublié, quoi, au final. Bah, en toute honnêteté, non. Non, parce que enfin, ça me paraît normal, en fait. C'est ce que je dis souvent, et je l'ai déjà dit ici, à la fois dans le catch, je pense qu'il faut être un petit peu barré dans sa tête pour choisir cette profession et ce mode d'expression dans sa vie. Il faut être un peu foufou. Et puis, ça fait aussi partie du catch. La grande majorité des catcheurs que j'ai pu rencontrer ont tous des failles de ce genre-là. Très peu ont confiance en eux, très peu sont prétentieux ou imbuvables dans le premier sens du terme. En réalité, ils ont tous effectivement d'énormes doutes et ils essayent justement, paradoxalement, de les combler et de les combattre en allant devant le public, en se donnant à fond et en jouant tout l'effet contraire, tu vois. Et donc non, ça m'a pas particulièrement étonné, même si c'est l'Undertaker, ça reste un être humain, quoi. Peut-être que Philippe et moi, on le voit différemment parce qu'effectivement, on est un peu plus habitué aux coulisses, qu'on les voit avant. Moi, ce qui m'étonne toujours et ce qui m'éblouit en quelque sorte, c'est de les voir, comme l'Undertaker là dans ce reportage, plier de douleur avant et après. Mais une fois qu'il passe ce rideau et qu'il va sur le ring, c'est le gladiateur et c'est le mythe, tu vois. Mais nous, on est habitués à un petit peu, même si l'Undertaker, encore une fois, on l'a pas beaucoup croisé. On a eu l'honneur de lui serrer la main une fois par accident, je l'ai déjà raconté. On ouvre une porte, c'est l'Undertaker qui est derrière et il fait Hi guys, salut. Mais
Je l'avais vu avec Stone Cold Steve Austin dans Beyond the Mat, où on le voit aussi après un match repartir avec de la glace partout, deux personnes qui le tiennent. Enfin, voilà. Mais si on est habitué qu'à les voir à la télévision, effectivement, on ne peut pas s'imaginer que ce ne sont que des êtres humains. Mais je ne sais pas, c'est peut-être le fait qu'on soit un peu plus en coulisses que nous, on se rend bien compte que ce ne sont que des êtres humains et que tout se joue sur ce rideau, quoi. Que tu passes le rideau dans un sens et tu deviens le mythe, tu deviens la superstar, tu repasses dans l'autre sens et tu redeviens le gars normal qui se lève le matin, qui a mal au dos. Et voilà. Donc non, ça m'a pas choqué, plus que ça. Mais c'est pour ça, et justement, j'avais posé la question à Sami Guevara. Je lui avais demandé comment ils font en fait pour se motiver une fois qu'ils passent, qu'ils sont à l'écran actuellement. Parce que j'ose imaginer que c'est tellement différent quand t'as pas le public. C'est justement une fois que tu as ton entrée, et que ta musique retentit et que tu entends la réaction de la foule et que tu vois tous ces gens, que je pense que ça déclenche une certaine adrénaline en toi qui fait qu'à ce moment-là, tu ne sens plus rien. Là, actuellement, quand tu entends ta musique et que tu fais ton entrée, ben, ça change rien au final. Et du coup, Ouais, ben, justement, The Undertaker hier a précisé que du coup, il n'est absolument pas intéressé pour catcher à huis clos. Il a dit qu'il ne fera jamais de match s'il n'y a pas de public. après, je suis pas certain que ce soit que le public hein, pour me fonder sur ma petite expérience, notamment à la ICWA. Euh, Tu te mets suffisamment la pression avant. Moi, j'ai pour habitude de tourner en rond pendant 5 minutes, 10 minutes autour, enfin, juste avant le rideau. Et j'ai aussi une musique d'entrée, enfin la musique de la ICWA, comme on l'appelait. Et moi, c'est là où tu vois, je tourne en rond, je marche de plus en plus vite et je commence à me mettre en tête que je vais devoir parler pendant 4 heures. Et, pardon, je pense que pour les superstars, c'est pareil. Ils doivent faire des pompes, ils s'échauffent, ils se mettent in the zone, comme on dirait en anglais. Voilà, psychologiquement, ils se mettent dans le truc. Après, qu'il y ait de public ou pas, il y a la caméra. Donc, de toute façon, il faut que tu fasses ton boulot. Donc, la pression, elle est quand même là, quoi. Même s'il n'y a pas de public, tu sais qu'il y a quelques millions de personnes dans le monde entier qui te regardent. Donc, tu as cette pression, je pense. Tu nous as dit ICWA. On va enchaîner Ouais. avec les deux dernières questions justement qui parlent un petit peu du circuit français. Ce sont les deux des questions que nous n'avions pas citées des abonnés. Alors, je prends le nom. Je sors le nom. C'est Giuliano33 qui nous demande, question pour Christophe, est-ce qu'il connaît les catcheurs actuels un peu du circuit français, comme Mike Di Senza Volto, Aigle Blanc, etc. Donc, commençons déjà avec cette question. Est-ce que tu connais un petit peu ces catcheurs actuels? Mike DeVecchio, oui, parce que ça fait longtemps qu'il est dans le circuit et il est belge, si je ne me trompe pas. Je Et crois. son papa, si je ne confonds pas, son papa était aussi organisé des shows et catché Ok. en Belgique, et qui est très gentil d'ailleurs, donc je le salue s'il nous suit. Et donc oui, je le connais depuis pas mal d'années. Après, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu évidemment et que je n'ai pas suivi son évolution. Senza aussi, j'ai fait quelques déplacements dans la même voiture que lui. J'ai fait quelques shows ICWA avec lui. Et j'ai toujours été très impressionné par sa facilité à voltiger, à part pour les shootings Star Press, mais ça. Et j'étais pas là, hein, mais j'ai vu la vidéo. On l'a vu, on l'a vu. Et quel était le dernier Aigle Blanc? Non, je connais de nom, j'ai vu passer son nom de plus en plus. Alors peut-être que je l'ai croisé une fois, si c'est le cas, et qui regarde cette vidéo, pardon si j'ai oublié, mais Bon, il est euh, très jeune. à mon avis, je ne crois pas l'avoir déjà croisé ou commenté ou vu. Donc non, mais je connais de nom, bien sûr. Super talent du circuit français également. Ah non, c'est franchement, moi, pour avoir vu quelque chose de français ces dernières années, alors que j'en avais pas vu depuis 10 ans, peut-être, ou 15 ans, l'évolution que j'ai vue sur place au niveau des workers était vraiment très impressionnante. Et ces gens-là en font partie. Justement, pour en revenir plutôt à ton époque, ton époque d'ancien, quels étaient, toi, on va dire, les catcheurs français qui étaient tes meilleurs potes ou ton petit crew à l'époque de la ICWA, etc. Oh, bah, c'était ceux que je connaissais d'avant, en réalité, hein, en fait. Hein. Yann Colby, Roméo, parce que voilà, Yann Colby, je le connais depuis qu'il était au collège, où il m'appelait pour me demander c'est quoi la carte. Survivor Series 96, c'est quoi la carte? Parce qu'après, il fallait que je prête les cassettes à Naniwa, qui les filait à Yann Colby, parce qu'ils étaient dans le même établissement scolaire.
Roméo, que j'ai connu grâce à AWN 2000, il faisait la fédération, la French Wrestling Federation, la FWF, c'est-à-dire IFED. On en a déjà parlé de ça. On se parlait par Minitel avec Ishtou à l'époque, donc avec Roméo. Il y avait le Phoenix aussi, qui n'est plus là aujourd'hui, qui vit en Asie depuis de nombreuses années. Mais voilà, il habitait Paris, moi aussi. On était très potes. On passait pas mal de soirées ensemble. Il y avait Biff aussi, qui n'est plus dans le business, je crois. Enfin, il avait relancé un petit peu une petite fed, mais je crois qu'il a déjà arrêté. Il a lancé d'ailleurs sa chaîne YouTube, Hooligan Beef, euh, putain, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai oublié, mais voilà. Et Tom aussi, Tom Laroufa, que je connaissais depuis. Il venait nous voir sur les shows ICWA avant de faire des stages avec Booster et ensuite de partir chez Landstorm. On a fait cette tournée à La Réunion aussi, donc forcément, quand tu es près de 3 semaines à La Réunion ensemble, bah, forcément, ça crée des liens, quoi. Surtout qu'on n'était pas beaucoup de Français, donc Tom et moi, on discutait pas mal, et donc voilà. Et c'est à peu près tout, mais après, j'ai pu travailler aussi avec Tristan Archer, avec Rosto, bien sûr, aussi Rosto, des heures et des heures de route dans la voiture de Rosto, la voiture déglinguée de Rosto, où au bout de 200 bornes, elle pète, il sort un élastique, il ouvre le moteur, il fout l'élastique dans le moteur, bon, on va repartir, ok. Driss Jaffali aussi, qui n'est plus dans le business, mais qui était exceptionnel, qui vraiment était un des grands entraînés par Marc Mercier. Et voilà, si j'en oublie, enfin bon, beaucoup ne sont plus là, parce que forcément, c'était il y a longtemps. Ils sont Donc, décédés, oui. beaucoup, non, ils ne sont pas décédés, espèce d'enfant. On les embrasse. Mais Je voilà, rigole. beaucoup ont repris en quelque sorte une vie normale, parce que mine de rien, c'est quand même compliqué. Et quand nous, on était, entre guillemets, au sommet de la vague, c'était pas le business de maintenant. C'était beaucoup plus compliqué de s'exporter, de travailler tous les week-ends. Il y avait beaucoup moins de structures. Donc, beaucoup ont finalement abandonné en quelque sorte pour reprendre une vie normale. Donc, j'ai beaucoup de respect, moi, pour Amal aujourd'hui, que je connais aussi, Tristan, Senza, qui à la fois ont cette vie normale parce que bah, il faut bien gagner sa vie et malheureusement, dans le catch européen, c'est difficile, et qui arrivent quand même à bosser tous les week-ends, enfin, quand il y avait des shows, et à s'exporter. Et voilà. Donc, mais bon, donc j'en connais beaucoup, mais certainement beaucoup que vous ne connaissez plus. Oui, le circuit se renouvelle forcément d'année en année, c'est sûr. Après, est-ce que tu penses, du coup, je ne connais pas, tu vois, moi, ces personnes. Je veux pas de détails non plus sur leur vie privée, hein, bien entendu, par exemple, Idriss Jaffali ou d'autres. Mais je veux dire, est-ce que tu penses que certains de ces catcheurs s'arrêtent parce qu'ils voient au final que ça marche pas en France ou qu'il n'y a pas, on va dire, tu peux pas aller plus loin que ça? Ou alors est-ce que c'était totalement d'autres facteurs, vie privée, etc., auquel cas ça ne nous regarde pas? Mais est-ce que tu penses qu'il y a de ça aussi? Le fait que le circuit français peut-être soit limité? Ah bah certainement, parce que s'ils avaient pu gagner leur vie raisonnablement en faisant ça, il y aurait certainement un plus grand nombre qui aurait continué. Après, le truc, c'est que en général, tu commences vers 20 ans, un peu moins, t'es tout fou, t'es jeune, la route, c'est classe, tu t'amuses, et puis après, tu finis peut-être par rencontrer une femme, à vouloir fonder un foyer, bah là, il faut commencer à gagner sa vie, et puis la semaine, tu bosses dur. Est-ce que le week-end, tu as encore la motivation nécessaire pour te péter le dos, pour faire 500 bornes de route en une journée? Enfin, voilà, il y a beaucoup de facteurs. Et puis, comme dit, tu finis par grandir, vieillir et devenir peut-être un peu moins motivé, tout simplement. Mais évidemment que si le catch en France et en Europe en général était mieux structuré et offrait des opportunités d'avenir aux gars et aux filles, il y aurait beaucoup qui continueraient, je pense. Pour en revenir rapidement aux entraînements, toi, je crois que tu nous l'avais déjà dit, mais tu as jamais fait un entraînement de catch, même pour tester. Non, j'ai jamais fait. Là, on a entendu ton accent alsacien. Tu n'as jamais fait un entraînement de catch, hein, même pour tester. Non, Kyo. non. Et même, je prenais parfois des chutes sur les rings de la ICWA quand on arrivait le matin, qu'on montait le ring. On avait fait. Enfin, j'avais une fois inventé le Interville. Les gens remuaient
la jupe du ring et moi je Oui, prenais bien sûr. un peu comme dans Interville. Et j'ai vu que voilà, ça fait mal, mais non, j'ai jamais fait de chute avant, par exemple, ou ce genre de choses. Mais tu as pu suivre, j'imagine, l'évolution quand même de pas mal de catcheurs, surtout certains qui sont arrivés en tant qu'élèves, parfois à la ICWA et qui après apparaissaient sur des cartes, j'imagine. Est-ce que tu as vu des gens qui sont arrivés, on va dire, avec vraiment aucune compétence physique à la base, le catch n'est pas vraiment inné, on va dire, pour eux, et qui ont eu malgré tout une belle évolution au fil des années? Car nous avons un abonné qui nous pose une question. Alors je reprends son nom. C'est Ryan. Ryan qui nous dit qu'il souhaiterait devenir catcheur, mais le problème, c'est qu'il a assez peur des chutes et des grosses blessures, par exemple au niveau du cou, etc. Donc déjà, est-ce que tu penses que voilà, c'est possible de se lancer malgré ses peurs? Parce que c'est quand même, Ah je bah, veux dire, c'est... je pense que j'imagine, j'en ai jamais trop vraiment parlé finalement avec Tom ou tiens, j'oubliais Lucas Di Leo, bien sûr aussi, qui est allé à NXT une petite période après, mais que j'ai beaucoup côtoyé aussi à la ICWA et qui faisait partie des mecs très performants de la ICWA. J'en ai donc jamais trop parlé avec eux de l'avant, finalement, de leur peur, de leur crainte. Et je pense que tout le monde doit avoir un peu peur au début. Après, si tu vas chez un professeur sérieux et expérimenté et talentueux, normalement, il doit savoir te guider pour que tes peurs disparaissent. Et au bout d'un moment, à force d'exercice, tu n'as plus peur parce que tu maîtrises. En fait, Hmm. la peur vient du fait qu'au début, tu ne maîtrises pas, que tu ne sais pas. Et si tu apprends, tu finis par maîtriser, tu finis par savoir. Et normalement, la peur, elle n'est plus là. Et tu vois, de tous les shows que j'ai commentés à la ICWA, certes, il y a eu malheureusement, je pense, quelques commotions cérébrales, parce que ça, c'est inhérent au business et que même sans forcément de coup de chaise dans la tête ou autre, ça arrive toujours de tomber d'une mauvaise manière, des épaules, des genoux blessés. Mais Dieu merci, et je touche du bois, et évidemment, je ne le souhaite à aucun. Mais voilà, jamais de blessure terrible comme le cou ou la colonne vertébrale avec des séquelles graves derrière. Donc, c'est que finalement, voilà, Booster devait bien faire son boulot. Marc Mercier, de son côté aussi, parce que les catcheurs qui sortaient de son école étaient, mine de rien, aussi prêts à combattre. Et voilà, je pense qu'il y en a forcément aussi d'autres en France que je ne connais pas qui font bien leur boulot. Mais la peur existe chez tous. Ça, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Après, c'est toujours pareil. Si on a vraiment trop peur, c'est aussi là qu'on fait des conneries. Donc, quoi qu'il en soit, il faut passer entre les mains d'un professeur qui sait ce qu'il fait et qui a fait ses preuves avant, qui en a déjà entraîné d'autres et que les autres sont encore dans le business, continuent à catcher et de manière safe, quoi. Tout à fait, oui. Non, puis je n'ai pas personnellement jamais vu d'entraînement de booster, mais c'est vrai qu'il y a quelques vidéos d'entraînement de Marc Mercier sur YouTube, par exemple, avec ses élèves. Et de ce qu'on peut voir, on dirait qu'il leur apprend vraiment très correctement les bases du Ah catch. non, c'est sûr, je veux dire, après, C'est... le caractère du monsieur peut être critiqué ou pas. Ah, ça, c'est... Oui, voilà, c'est autre chose. Force est de constater, enfin voilà, que ce soit même notre ami Nadir, Mohamedi, Driss Jafali, Rosto, il y en a d'autres que je connaissais pas, comme Striker ou des catcheurs comme ça que j'ai malheureusement pas croisés. Mais la plupart de ceux qui sont sortis de son école et qui étaient sérieux, parce qu'après, le problème, c'est que c'est comme dans beaucoup de trucs, comme dans les écoles, j'imagine, de théâtre, de comédie, où il y en a beaucoup qui viennent là parce que ça a l'air classe sur le papier et qui font ça en dilettante. Mais tous ceux qui l'ont fait sérieusement et qui avaient envie de faire quelque chose derrière, force est de constater qu'ils étaient viables. Parce que, mine de rien, Driss bossait partout, Rosto aussi. Enfin, voilà, ça, c'est là que tu vois que l'entraînement est bon. Si le catcheur est booké partout et que les gens lui font confiance et qu'il ne blesse pas les mecs avec qui il est dans le ring, c'est qu'il a été bien éduqué, entre guillemets. Et donc, Nadir Mohamedi, qui parfois commente avec toi, je crois, la WWE à la télé, était également catcheur? Ah oui, oui, ah bah lui, il a tout fait. Et Non. il a pris les cours chez Marc Mercier, il a été catcheur, il a été arbitre, il a été fan avant tout.
Et donc, oui, il a aussi appris, il a pris ses chutes, il en a chié comme tout le monde. Donc voilà. Écoute, on est arrivé à la fin des questions. C'était les dernières questions qui restaient par rapport au tous mes fichiers Word. Là, ça, c'est mon fichier Word FAQ 11. Donc, j'en ai 11 actuellement. Là, j'ai posé toutes les questions que j'avais plus ou moins. On espère qu'on pourra repasser donc à la cloche d'ici la semaine prochaine. En tout cas, la semaine prochaine, il y aura un nouveau concept. On Ah ouais, annonce. purée, le mec, ça y est, quoi. Ce Teasing. sera, ce sera soit le retour de la cloche, soit on passera peut-être, soit on fera autre chose d'ici le retour de la cloche. Mais en tout cas, d'ici la semaine prochaine, on passera à autre chose parce que je pense qu'on a fait le tour des FAQ. On a terminé en beauté. En plus, avec Philippe Chéreau lors des 2 derniers épisodes. Ce soir, on a répondu aux dernières questions, donc c'est parfait. On termine avec un petit rappel des rendez-vous et surtout le gros rendez-vous de ce dimanche. Tout à fait. Bah, écoutez, on se retrouve, pardon, évidemment, comme tous les samedis, déjà, à 20h45 sur AB1, à 21h15 sur AB Explore en Belgique, à 21h30 sur la chaîne L'équipe pour les inédits. La soirée commence un petit peu avant, mais c'est des rediffs, et à 21h30, je crois, ce sont les inédits Raw, NXT, SmackDown, et dimanche à 17h30 pour une fois, parce qu'après, il y a Karate Kid 2. Hein, je veux dire, on en est là. Karate Kid 2 de 1986 a les honneurs du prime time ce dimanche. Vous pouvez vous faire WrestleMania 31 à 17h30, enchaîné avec Karate Kid 2. En tant qu'Alsacien, évidemment, le coup de la cigogne nous est cher. Hein. Et donc voilà. Voilà les prochains rendez-vous. Et puis mercredi prochain, bien sûr, 20h45 sur AB1 et AB Explore Raw avec Monsieur Chéreau. Mais voilà. Je précise, oui, parce que comme tu l'as dit, quelqu'un dans les commentaires avait demandé pourquoi est-ce que NXT n'est pas commandé en VF. Donc, comme tu l'as bien dit, NXT le samedi soir sur la chaîne L'équipe, il y a une version en VF maintenant chaque semaine. Ça fait quelques mois, donc peut-être que tout le monde n'a pas encore eu l'info. Mais en tout cas, voilà, maintenant vous nous présentez ces catcheurs de la branche jaune, la branche de développement de la WWE. Et par rapport à WrestleMania 31, tu as un match en particulier qui à nous teaser, on va dire, toi qui étais sur place et qui doit avoir des milliers de souvenirs de ce show? Paradoxalement, quand même beaucoup moins que le 30. Ah ouais, Étonnamment. Bah, parce que le 30, c'est le premier, c'était historique, c'était fou. bien sûr. Non, mais le main event est quand même bien classe. Et on l'a déjà commenté en plus. Hein, mais maintenant, de tête, qu'est-ce qui est aussi bien classe? Bah, le match, le opener, match de l'échelle pour le titre intercontinental. Oui, il me regarde. Oui. Moi, parce Hein, que je suis sur la carte, mais d'accord, oui. Donc Daniel Bryan contre Wade Barrett, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Stardust, Luke Harper et R-Truth. exactement, pour le titre intercontinental, c'est quand même pas mal. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est sympa Ah, il y a le fameux Triple H Sting. Le Triple H Sting, qui, tu vois, j'étais pas foufou le soir même, et je l'ai pas revu depuis, enfin une fois, puisqu'on l'a commenté pour le DVD, mais qui est quand même sympa. C'est un bon match dans la lignée des matchs de Triple H, sans disqualification, no holds barred, où ça pète bien, en quelque sorte. Mhm. Et il y a le Randy Orton, Seth Rollins aussi, qui est assez sympa en début Yes. de soirée. Et puis l'occasion de voir quand même Paige et Jelly en équipe, certes contre les Bella Twins, mais voilà, c'est quand même assez. Avec le recul, quand on sait que ben, vit sa meilleure vie avec CM Punk et l'autre malheureusement blessé, c'est sympa de les revoir toutes les deux sur le ring en plus ensemble. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la Il y a carte? du Cena Rusev. Ah oui, oui, bah, l'entrée de Rousseff. L'entrée de Rousseff est assez exceptionnelle. Euh, le, Il est le sur un, clip, il est oui, sur un tank. il est sur un tank C'est russe, ouais. ça, ouais. Ouais, d'accord. Exactement, ouais. Et c'est vraiment assez classe. On se croirait un peu dans Rocky 4, avec Lana qui est habillée un petit peu comme la blonde de Rocky 4, dont j'ai oublié le nom, mais voilà. Et puis il y a bien entendu The Undertaker contre Bray Wyatt, qui pour la peine, je me souviens pas. Je me rappelle plus trop du déroulement de ce match. Bah, il est franchement pas mal. L'Undertaker est quand même en bien meilleure forme que l'année précédente. Et le clip, si je me souviens bien, est assez sympa. Ils ont fait les clips à WrestleMania 30 et WrestleMania 31 sont assez cool à suivre. À WrestleMania 30, il y a le fameux avec Dragon, Imagine Dragon, pour Daniel Bryan en début de show. Ouais. Et un ou deux autres que voilà, maintenant j'ai oublié. Mais pour le 31 aussi, il y a deux, trois clips qui sont vraiment sympas à suivre.
J'ai regardé le 30 du coup, comme je le disais juste avant qu'on démarre, dimanche soir sur l'équipe. Et franchement, parfois tu l'oublies. Tu te dis que c'était jamais aussi bien que tu l'as dans tes souvenirs. Mais quand tu regardes WrestleMania 30 et que tu vois l'entrée de Daniel Bryan dans son premier match face à Triple H, mais également lors du main event, bien entendu, bah en Cool. fait, c'était vraiment aussi bien. Ah ouais, ouais. Et tous les gens dans cette putain de salle, excusez-moi du terme, sont à 100% derrière ce petit mec avec une barbe qui a pas du tout l'image d'un héros, on va dire, typique, cliché de la WWE, et qui a réussi à conquérir le cœur de tous les fans. Je... Ah oui. J'adore. Et l'ambiance J'adore. après, dans la Nouvelle-Orléans, c'était fou. Enfin, dans le stade, déjà, tout le monde faisait yes, yes, yes pendant des longues minutes après. C'était vraiment une ambiance unique. Et je souhaite évidemment à tout le monde de pouvoir aller l'année prochaine à WrestleMania, parce qu'on le dit à chaque fois, mais voilà, WrestleMania, il faut se le vivre au moins une fois dans une vie. Et j'imagine que les gens seront d'autant plus excités l'année prochaine, puisqu'ils ont été en manque de WrestleMania pendant un an, quoi. Mais oui, Enfin, non, mais plus de 2 ans finalement. je t'avoue qu'à la fin du show dimanche soir, je me suis vraiment dit, mais tu vois, qu'est-ce que j'aurais voulu être avec eux, pas à leur place, mais avec eux dans la salle, parce que le but des shows, je veux dire, c'est de pouvoir vivre des émotions. Un show de catch, c'est calculé pour ça. Et niveau émotion, WrestleMania 30, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Avec tous ces surprises, ces hauts et ces bas. C'est pour ça que moi, ça reste mon préféré, je pense, de ces 10 dernières années, parce que c'est celui qui te fait le plus frissonner pendant 4 heures. Donc, très, très gros show. Et je t'avoue que j'avais oublié la fin de WrestleMania 31 jusqu'à ce que tu me la rappelles. On ne la dit pas, on ne spoile pas. Mais Ça, moi, je l'avais pas oublié. Et j'a- vraiment, elle est à vivre. enfin, je l'avais pas oublié, mais j'avais oublié que c'était à ce WrestleMania. Mais donc, c'est clair qu'on conseille à tout le monde de regarder WrestleMania 31. Donc, En dimanche à plus, 10. Pardon? le 31, dans le main event, c'est là que Brock Lesnar sort son Suplex City Bitch, qui est, Ah, si je ne me trompe pas, c'est la première fois. Et après, c'est devenu Suplex City, le t-shirt et tout ça. Mais Brock Lesnar, en plein show, balance Suplex City Bitch à Roman Reigns. Roman Reigns. Et voilà, ça lance ensuite toute la folie Suplex City. très bien. Bon, écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, en vrai, hein, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on se retrouve en vrai. Mettez un like de plus, prévenez vos amis et on reprendra. En plus, maintenant que j'ai revécu pardon, les derniers WrestleMania, j'aurai plus de choses en tête, les rivalités, les trucs. Ça Niveau fait timing, c'est parfait, là. donc voilà. Hein, donnez-nous votre avis. Est-ce qu'on doit se retrouver en vrai pour le retour de la cloche? Et évidemment, dans quelques semaines, on refera venir Philippe Charot à mes risques et périls. Il y a déjà des personnes qui me demandent également de potentiellement inviter un jour Florian Gazan. Mais, Oui, on mais va je me suis attendre un petit peu. C'est ça, je me suis dit que là, on s'intéresse à tes premières 20 années Oui, de carrière, tu vois ce que je veux dire? Une fois qu'on arrivera un peu plus tard, quand on sera à tes 30, 40 ans de carrière, à ce moment-là, on pourra ah, bien entendu bien. faire intervenir Florian Gazan. Qui sait, peut-être que d'ici là, tu auras encore d'autres co-animateurs, Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, je ne sais pas, et d'autres. Tout est D'abord, possible. tu verras. Je- Ne dis pas de bêtises. Bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine, côte à Oui, côte, pour la cloche numéro... Je sais même plus numéro combien, ça va être le retour. On doit être autour de la vingtaine, je pense. Mais le face-à-face la semaine prochaine. très bien. Bah, écoute, très bonne semaine à toi, à vous également. Merci évidemment de votre fidélité. Oui, Philippe Chiraud n'est pas là, mais merci d'avoir regardé quand même. Parce que ce saligo va certainement s'en vanter pendant des années. Oh, tu as vu, j'ai fait 20 000 vues, j'ai fait 30 000 vues. Et bah voilà, merci de votre patience pendant cette période un peu bizarre. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Ali de Catch Club et Christophe de Ajus. C'était la clochette et on l'espère qu'elle est terminée pour de bon. Bisous à tous. Bonne semaine.